OK. Alors, au programme de nos rencontres, territoriales de l'apprentissage. Alors, on va commencer un petit peu par vous expliquer le fonctionnement, de recrutement d'un apprenti, l'intérêt de prendre un apprenti. Ensuite, monsieur Léon nous expliquera les financements par le CNFPT, des contrats d'apprentissage. Ensuite, Erwan, vous fera, comment découvrir les aides FIPHFP, donc ça, c'est à destination du public, reconnu travailleur handicapé. Et ensuite, on recevra donc 3 acteurs de l'apprentissage, donc la mission locale avec Catherine Toula, Cap Emploi avec Nathalie Bacon et enfin le CFA de Roville-aux-Chênes avec Manuela Burolet qui viendront en fait vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Pour que ce soit un petit peu plus simple, en fait, chacun va faire sa partie et ce que je vous propose, c'est, bon, de poser vos questions dans le chat pendant la partie de chacun et à la fin de chaque intervention, on répondra à vos questions. Ce sera un petit peu plus simple plutôt que lever les mains, si ça vous convient. En plus, pour les personnes qui n'ont pas de micro, je pense que ce sera plus facile de poser dans le chat. Voilà. Alors, apparemment, tout le monde, normalement, doit voir mon PowerPoint, marqué les rencontres territoriales de l'apprentissage. Ah bah, il veut plus fonctionner sur le mien. Hop. Alors, donc voilà le programme de l'après-midi. Alors, on va commencer avec l'apprentissage, quid de l'apprentissage. Donc, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui connaissent pas trop l'apprentissage? Donc, l'apprentissage, c'est un contrat de droit privé. C'est-à-dire que vous allez avoir un apprenti pendant 6 mois à 3 ans. Vous lui faites un contrat de droit privé. Et le but, en fait, c'est de faire une formation en alternance. Donc, l'apprenti va être en CFA et également en collectivité avec vous. Donc ça, après, au niveau de la durée en collectivité, ça varie, mais il faut que ce soit supérieur ou égal à au moins 25% de la durée du contrat. Voilà. Au niveau de la formation qui va être choisie, le diplôme, en fait, si vous voulez avoir un apprenti, il faut que son diplôme, en tout cas, soit reconnu dans le répertoire du RNCP. Donc le répertoire des métiers, en fait, où tous les métiers sont répertoriés. Donc il faut que le diplôme fasse partie, en tout cas, du RNCP, soit reconnu. Et enfin, il faut que l'organisme de formation dans lequel votre apprenti va aller soit reconnu CFA. D'où la présence de Madame Burolet qui va nous expliquer un petit peu comment ça se passe dans un CFA. Alors, l'apprentissage, à l'origine, c'était plutôt pour les jeunes, c'était plutôt pour les jeunes de 16 à 25 ans, et depuis peu, en fait, c'est jusqu'à 29 ans révolus. Vous pouvez passer un contrat d'apprentissage. Et maintenant, vous avez également pour les personnes qui sont en situation de handicap, elles n'ont pas de limite d'âge en fait. Et justement, c'est pour ça qu'Erwan Eas est là. Il va pouvoir vous expliquer un petit peu les aides pour les personnes en situation de handicap et justement l'accès aux formations en tant qu'apprenti. Alors, pourquoi l'apprentissage? Mis à part la forte incitation du gouvernement pour que les collectivités recrutent des apprentis, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais voilà, on est plutôt dans une démarche, il faut qu'on ait de plus en plus d'apprentis, enfin en tout cas que les collectivités territoriales accueillent de plus en plus d'apprentis. On va dire que l'apprentissage, c'est vraiment, on va dire, donnant-donnant. Ça va vous permettre on va dire, de gérer un petit peu, au niveau du personnel. Ça peut être, par exemple, un départ en retraite. Si vous savez que vous avez une personne qui va partir dans 1 ou 2 ans, pourquoi pas avoir recours à l'apprentissage? Ça peut vous permettre, en tout cas, de former quelqu'un avec l'esprit de votre collectivité. Ça permet aussi de passer le relais. Ça peut être également, si vous avez une difficulté de recrutement, vous n'avez pas, de personnes, par exemple, sous la main, c'est très difficile, en fait, de faire, de retrouver par des annonces Pôle emploi ou emploi territorial. Donc vous allez, en fait, former directement dans votre collectivité un apprenti, et ça peut être tout simplement une création de poste. Vous avez beaucoup d'activités, vous recrutez quelqu'un, voilà, vous allez le former, pour qu'il intègre votre collectivité. Donc ça, c'est un bon moyen en tout cas d'étoffer vos équipes. Alors comment on va faire pour recruter un apprenti? Alors les démarches. Déjà, en fait, il faut identifier vos besoins. Au niveau de votre collectivité, il faut voir, quel type d'apprenti, enfin en tout cas quel besoin en personnel vous avez besoin. Également vos capacités d'accueil, parce que le but c'est vraiment de l'accueillir, il faut qu'il y ait la place pour l'accueillir en tout cas. Il faut également choisir le diplôme que vous souhaitez valider, ainsi que le CFA.
il faut identifier un tuteur dans votre structure. Alors l'importance du maître d'apprentissage dans votre collectivité, ça va être qu'il faut que ça soit quelqu'un en fait, au-delà en fait de le fait qu'il va avoir, des avantages financiers à être, tuteur. Par exemple, vous avez une NBI de pardon, je me trompe de le maître d'apprentissage, il faut vraiment qu'il soit, volontaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit une obligation que vous l'ayez, placé en tant que tuteur parce que vous n'avez que lui. Il faut que ça parte vraiment d'une démarche, volontaire, que qu'il soit pédagogue également. C'est une personne qui va faire le lien en fait entre le CFA, l'apprenti et votre collectivité. Donc il faut vraiment qu'il ait, une capacité, enfin en tout cas un sens de relationnel assez développé et qu'il ait envie de former quelqu'un. Ça, c'est important. Il faut également qu'il soit titulaire d'un diplôme de même domaine et de même niveau. Et s'il n'a pas en fait, ce diplôme, en fait, c'est 3 ans d'expérience. Alors après, tout se discute, mais normalement c'est, on demande le plus souvent ça quand quand on regarde les demandes. Le maître d'apprentissage, alors le côté financier, c'est qu'en fait, s'il est fonctionnaire, il va pouvoir avoir une NBI de 20 points. Voilà, qui n'est non cumulable avec une autre NBI. Donc ça peut être, on va dire, une petite motivation, en tout cas dans votre collectivité, si vous avez un agent qui ne sait pas trop, pourquoi pas? Enfin, il ne faut pas que ça soit que ça. Si votre agent, par contre, il est contractuel, vous avez la possibilité, en fait, de lui rajouter du régime indemnitaire via l'IFSE pour valoriser, en fait, son rôle de tuteur. Donc voilà. Donc le maître d'apprentissage, c'est vraiment important de bien le choisir et surtout de discuter avec lui avant, en fait, de lui, avant de prendre un apprenti. Il faut vraiment qu'il soit d'accord, qu'il soit OK pour, faire ça. Alors, la suite des démarches, en fait. Une fois que vous avez choisi votre diplôme, que vous avez un tuteur dans votre structure, il va falloir saisir, en fait, le comité social territorial, donc le CST, qui remplace, en fait, le CT. Donc, il faut saisir le comité territorial, vous faites suragir une saisine pour, avec un motif accueil, d'un apprenti. Ensuite, il faut prendre une délibération pour valider, en fait, le recours à l'apprentissage. Alors, au niveau de la délibération, vous n'avez pas besoin en fait de créer une de créer un poste ou de faire une vacance de poste sur emploi territorial. C'est pas, il n'y a pas besoin. Au niveau de la délibération, par contre, vous aurez besoin des missions de l'apprenti, c'est-à-dire sa fiche de poste. Donc ça, après, vous pouvez la sortir avec Agir, avec le logiciel fiche de poste. Il faut désigner aussi son tuteur. Vous devrez identifier le diplôme qui est préparé et prévoir également la dépense, combien vous allez, budgéter en fait son salaire. Donc ça, il faudra que ça apparaisse dans la délibération. Au niveau du recrutement de l'apprenti, donc soit vous avez une personne qui est déjà venue dans votre collectivité vous proposer en fait, voilà, elle vous dit: «Moi j'aimerais bien faire tel diplôme et je voudrais faire un apprentissage», donc soit vous avez des candidats. Si vous en recherchez un, vous pouvez également déposer des offres sur, Emploi territorial, sur le site du pôle emploi. Vous pouvez également voir avec nos partenaires justement qui vont vous expliquer un petit peu le rôle dans la recherche des apprentis et dans la promotion de l'apprentissage. Il va falloir également, une fois que vous avez un apprenti, vérifier s'il remplit toutes les conditions d'entrée en apprentissage, également vérifier ses motivations, c'est important. C'est comme dans un recrutement, lambda, on va dire. Vous pouvez également faire appel au service d'aide au recrutement du centre de gestion. On est là aussi pour vous aider. Donc, pour l'apprenti, au niveau de la rémunération, alors, à titre indicatif, donc ça, c'est un tableau qui vient de service public. Votre apprenti, vous allez le rémunérer au pourcentage du SMIC en fonction de son âge. C'est la rémunération brute minimale, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez le rémunérer plus, hein. C'est, vraiment, mais vous ne pouvez pas aller en dessous, en tout cas, c'est un pourcentage du SMIC. Donc après, voilà, ça c'est à titre indicatif. Vous avez en fonction, si c'est sa première année d'études, si c'est sa deuxième année ou sa troisième année, et aussi en fonction de son âge. Voilà, vous allez payer un pourcentage. Au niveau des personnes qui sont en situation de handicap, c'est un peu particulier, Erwan reviendra dessus, pour la rémunération. Enfin, donc le recrutement, au niveau du recrutement de l'apprenti, une fois que vous avez trouvé votre apprenti, il va falloir organiser la visite médicale d'aptitude pour voir s'il peut tenir son poste.
Et vous avez également, il va falloir, en fait, à l'origine, pour ceux qui connaissent un petit peu l'apprentissage, à l'origine, c'était un CERFA que vous remplissiez et vous le transmettiez à l'adresse. Donc maintenant, ça a changé. Alors, vous pouvez toujours remplir le CERFA papier, le scanner, l'envoyer à l'adresse via un mail, ça, c'est pas un souci. Mais le plus facile, en fait, c'est d'aller sur la plateforme Celia, donc on vous a mis l'adresse. Là, en fait, vous pouvez conclure, en fait, vous remplissez tout le contrat. Il y a un lien également avec le CFA pour justement faire que le CERFA soit signé. Et en fait, avec cette plateforme, ça génère directement le CERFA. Vous n'avez pas besoin de l'imprimer en papier et de le renvoyer à l'adresse. Et enfin, il faudra établir la déclaration préalable d'embauche. Donc voilà les démarches au niveau des apprentis. Si jamais votre apprenti, par exemple, vous rendez compte que finalement ça va pas coller, ça peut arriver, vous n'êtes pas bloqué en fait avec un contrat d'apprentissage. Vous avez 45 jours en fait de période d'essai. Alors les 45 jours, c'est avec des jours non consécutifs. C'est par rapport aux jours, enfin, faut compter le nombre de jours où il est dans votre collectivité. Mais vous avez 45 jours pour rompre le contrat, aussi bien de votre côté ou du côté de l'apprenti si il se rend compte que ça lui convient pas. Voilà. J'ai l'impression d'avoir parlé très vite. Est-ce que vous avez, est-ce que déjà ça va au niveau de ce que je vous ai dit? Est-ce que vous avez des choses à me demander? Est-ce que vous avez des questions? Je préfère un petit complément sur l'âge. Oui, Parce que vas-y, vous avez parlé allez-y. 16-29 ans, en fait, c'est 15 ans sortie de troisième. Hein, Oui. Mm, c'est 15 ans sortie de troisième. C'est 16 ans quand on n'a pas de diplôme et qu'on sort pas de troisième. Mais mm. sinon, c'est 15 ans sortie de troisième. D'accord. Ok, merci. Est-ce que vous avez des questions? On n'est pas beaucoup, alors soit dans le chat, soit vous levez la main. À la limite, on arrivera. Pas de questions? Eh ben, on va continuer. Donc, je vous propose cette fois-ci, moi, je vais arrêter de partager mon écran. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Léon du CNFPT qui va vous expliquer le financement. Alors, hop. Donc maintenant, normalement, vous pouvez faire un partage. J'ai enlevé le mien. Ah, pardon, attendez, j'ai une question. Alors, que faire si nous n'avons pas de maître d'apprentissage? C'est une bonne question. Tout dépend après dans votre collectivité, c'est parce qu'en fait vous voulez faire passer un diplôme et il y a personne dans votre collectivité qui est à ce poste ou si vous avez un micro, je veux bien que vous expliquiez la situation. Alors, est-ce que ça peut être un élu? Eh bien, c'est une bonne question. Et alors là, je sèche. Alors là, je sais pas si ça peut être un élu. Ah, OK. Eh ben, écoutez, je vais me renseigner, puis je vous redis ça, je vais demander à mes collègues, mais je suis pas sûre qu'un Moi, élu j'aurais puisse tendance à faire. je pense que non, si je me permets de répondre, je pense que non, Mmh, parce qu'il faut que ce soit quelqu'un, un apprenti ne peut pas rester seul en entreprise. mmh, Il doit être accompagné par son maître d'apprentissage dans la réalisation de ses tâches, puisqu'il est là pour apprendre. Et donc, ça voudrait dire que l'élu doit être avec lui en permanence toute la journée. Donc, ouais, ça me paraît être c'est un peu compliqué. Hein, et ça mmh. fait partie intégrante du contrat, de la signature du contrat d'apprentissage que de désigner quelqu'un comme maître d'apprentissage. Mmh. Après, est-ce que dans votre collectivité, vous n'avez personne qui pourrait avoir cette fonction? J'attends qu'elle écrive. Mmh. Bon, on va voir ça. Mais ouais, c'est pareil, ça me paraît, OK. Merci en tout cas, Manuela. À vous, monsieur Léon. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que mon écran est partagé ou pas, du coup? Oui, C'est enfin moi je bon? le vois en tout cas. Mmh. Bon, et comme Vous ça, pouvez mettre en plus gros par contre c'est en ce que diaporama? en plein écran, c'est ce que je viens de faire. Ça a marché ou pas? Alors moi je le vois avec les vignettes sur le côté.
Ah, je sais pas. Je l'ai mis en plein écran. En tout cas, moi, sur mon écran, je l'ai en plein écran, mais après, je sais pas. Et comme je ne connais pas votre système de visio. Moi aussi, je le vois avec les trucs. Écoutez, pour pas perdre trop de temps, tant pis, on va faire comme ça. J'en suis désolé. L'idée, c'est peut-être d'avancer. Rapidement, je me présente, Bruno Léon. Je suis coordonnateur apprentissage pour le secteur Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Donc, juste venir en complément de ce qu'a pu vous dire déjà Madame Mathieu. Rappelez déjà le principe du financement qui est celui du CNFPT, qui a été arrêté par la loi de finances de 2022, qui dispose d'une cotisation des employeurs qu'on appelle une contribution spéciale apprentissage, dont le taux plafond est de 0,1% de la masse salariale. L'an dernier, il n'était que de 0,05% dans la mesure où c'était la première année que les contrats 2020 et 2021 n'étaient financés par nous qu'à hauteur de 50%. Je reviendrai après sur ce qu'on finance, bien entendu. L'État s'est engagé à 15 millions d'euros, le France Compétences s'est engagé à 15 millions d'euros et le CNFPT sur ses fonds propres à 10 millions d'euros. Sachez que lors du vote de la loi de finances 2023, dans le cadre du 49.3, le gouvernement avait introduit un amendement visant à changer un mot extrêmement important dans la loi qui disait que initialement, ça disait l'État doit financer à hauteur de 15 millions d'euros et ils voulaient changer, ils ont changé, en mettant l'État peut financer à hauteur de 15 millions d'euros. Vous comprenez que la subtilité n'est pas la même, ce qui fait que le CNFPT, avec son président et l'ensemble des associations d'élus, sont montés au créneau. Et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, pardon, l'État est revenu sur sa décision pour 2023, 24 et 25, annonçant le maintien des 15 millions d'euros, mais ne se prononce pas du tout sur la pérennisation de ces financements. France Compétences, de son côté, on l'a appris par une circulaire de la Première ministre en date du 10 mars dernier, va se désengager petit à petit, c'est-à-dire que pour 2023, ils vont rester à 15 millions d'euros, 2024, 10 millions d'euros, 2025, 5 millions d'euros, et puis ensuite plus rien. Ce qui n'est pas sans conséquence, vous l'imaginez bien, pour la suite. Ce financement, qui rassemble à peu près 80 millions d'euros annuels, permet de financer une enveloppe nationale pour environ 10 000 contrats. C'est l'enveloppe nationale de 2023. Cette enveloppe nationale a fait l'objet d'enveloppes régionales, donc une enveloppe Bourgogne-Franche-Comté d'un côté, une enveloppe Grand Est de l'autre. Je vous passe les autres régions, elles nous intéressent moins. Aujourd'hui, on doit travailler sur les critères d'attribution, puisque le recensement, dont je vous parlerai rapidement tout à l'heure, qui s'est achevé le 17 mars, c'est-à-dire vendredi soir dernier à minuit, nous fait état nationalement d'une annonce de 17 000 recrutements d'apprentis dans les collectivités. Donc, inutile de vous dire que c'est intenable et que, bien évidemment, on ne pourra pas tout financer. La participation du CNFPT, elle, ne change pas par rapport à ce qu'avait prévu la loi dans la loi de finances, c'est-à-dire qu'on finance à 100% les frais pédagogiques dans la limite des montants plafonds. Frais pédagogiques, je rappelle, c'est hors tout autre frais annexe, c'est-à-dire tout ce qui relève des déplacements, des hébergements, de la restauration, des frais d'inscription ou des frais de premier équipement ne rentre pas dans le calcul du financement du CNFPT. On parle de montants plafonds. Les montants plafonds sont déterminés par une convention annuelle avec France Compétences. Ils ne sortent pas de l'imagination du CNFPT. Cette convention annuelle est revue généralement, rediscutée au mois de mai et fait l'objet d'une délibération des conseils d'administration du CNFPT d'une part et de France Compétences d'autre part au mois de juin et sont applicables à compter du 1er juillet. Donc tous les contrats antérieurs au 1er juillet sont sous l'égide de la liste des montants plafonds qui ont été arrêtés en juin 2022 et à partir des contrats qui seront à compter du 1er juillet 2023, ils seront sous l'égide de la liste qui arrivera après la négociation. Bon, il n'y a pas énormément de changements, je vous le dis, d'une année sur l'autre. Cette liste, elle se compose de 300 titres ou diplômes qui font partie d'une liste détaillée qui fixe donc des montants plafonds annuels
Il faut entendre par là période de 12 mois. Lorsque le titre ou le diplôme ne figure pas dans cette liste, alors la Convention prévoit un montant forfaitaire en fonction du niveau du titre ou du diplôme. Par ailleurs, les CFA peuvent solliciter le CNFPT sur une majoration handicap. Ça n'a rien à voir avec vous, employeurs, et ça, Erwan vous en parlera tout à l'heure sur le FIPHFP. Là, c'est uniquement pour les besoins éventuels d'aménagement des temps pédagogiques dans les structures d'apprentissage, au sens organisme de formation. Et enfin, les organismes de formation doivent être certifiés Calliope. S'ils ne sont pas certifiés Calliope, on ne finance pas. Voilà, et puis ça a déjà été dit, tout est finançable par le CNFPT dans le cadre de cette liste des montants plafonds, dès lors que le titre ou le diplôme est bien inscrit au registre national de la certification professionnelle, c'est-à-dire au RNCP. Pour 2023, et à compter du 1er janvier, il y a un nouveau règlement qui a été délibéré par le conseil d'administration du CNFPT sur le constat de ce qui s'est passé notamment en 2022. Juste, je vous abreuve pas de chiffres, mais 2022, il y avait un objectif de 8000 contrats. On a eu 13 000 demandes d'accord préalables de financement. On n'a aucune visibilité, enfin une visibilité très partielle, je vais le dire comme ça, sur la réalité entre l'accord de demande de financement préalable et la réalisation effective. Alors, il y a toute une partie pour laquelle on sait qu'il y a eu contrat, mais on a un certain nombre d'accords préalables de financement qui ont été demandés pour lesquels, en face, on n'a pas eu de demande de financement de la part des CFA. Alors, soit parce qu'il n'y a pas eu de recrutement, mais ça, les collectivités ne nous le disent pas. Donc, nous, on ne peut pas aller supprimer un accord de prise en charge si on ne nous le dit pas. Soit parce que les accords préalables de financement ont été faits hors délai, c'est-à-dire que entre le 1er décembre et le 31 décembre, on n'accordait plus de demande de préalable de financement, même s'il y aura une décision du président qui va permettre sans doute de prendre en charge ce qu'on a déposé entre le 1er janvier et le 31 décembre. Soit parce que les CFA, eux, n'ont pas déposé en temps et en heure, c'est-à-dire ils avaient au plus tard jusqu'au 15 décembre pour déposer les demandes de financement des contrats pour lesquels il y avait bien eu des demandes d'accord préalables de financement. Sachez que lorsque l'on a annoncé au CFA la date du 15 décembre en date limite, on a eu, pour ce qui nous concerne, sur mon territoire, 900 demandes de financement déposées, outre toutes celles qui avaient été déposées tout au long de l'année. Et dans ces 900 demandes, il y en avait un nombre non négligeable qui concernait des contrats de 2020 et des contrats de 2021, ce qui est donc ingérable et ce qui va expliquer les règles que je vais vous expliquer par ailleurs. Juste peut-être faire un complément par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure Madame Mathieu sur l'État. Sans prendre de position, puisque ma position est neutre, juste quand même pour dire que certes l'État promeut l'apprentissage, d'ailleurs la Première ministre le rappelle dans sa circulaire du 10 mars, pour autant il n'y a plus d'aide de l'État pour les collectivités territoriales en matière d'apprentissage. Les seules aides aujourd'hui existantes sont celles du CNFPT sur les frais pédagogiques et le cas échéant du FIPHFP sur la problématique du handicap et des aménagements nécessaires. Je dis ça parce qu'il y a une promotion qui est faite par le gouvernement sur l'apprentissage, mais qui ne concerne que le secteur privé. C'est-à-dire que l'aide à l'embauche des apprentis qui avait été faite à l'époque du plan de relance Covid de 3 000 € pour ceux qui ont pu en bénéficier, depuis le 31 décembre 2021 ou le 1er janvier 2022 si vous voulez, elle n'existe plus. Et aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas de velléité à remettre des aides pour les employeurs territoriaux. C'est important parce que ça peut changer un peu la donne, notamment pour les petites et moyennes collectivités budgétaires. Donc le dispositif du CNFPT pour 2023, comme je vous l'ai dit, pour tous ces contrats, on financera bien 100% du coût de la formation dans la limite de montant plafond. On pratiquera bien la majoration handicap pour les établissements, pour les organismes de formation qui en auraient besoin. On a une période de recensement qui est terminée puisqu'elle se déroulait du 1er janvier 2023 au 17 mars 2023. Les frais sont pris dans la limite des montants plafonds, comme je vous l'ai indiqué. Il n'y a pas de prise en charge des frais annexes, et ensuite c'est le CFA, mais on verra dans un processus un peu plus détaillé, le qui fait quoi et à quel moment. Sur le processus plus détaillé, la première étape, c'était le recensement, mais je ne vais pas y revenir puisqu'il est clos au 17 mars. Alors,
Sur le fait qu'il soit clos au 17 mars. Aujourd'hui, si vous allez sur la plateforme via IEL, vous pouvez encore aller au recensement. Aujourd'hui, très clairement, j'étais encore en réunion ce matin, nous, on va d'abord traiter tous ceux qui ont respecté les dates, c'est-à-dire tous ceux qui, entre le 23 janvier et le 17 mars, nous ont fait état de leur recensement. Je ne sais pas encore les critères qui seront appliqués pour dire le pourcentage de contrats qu'on acceptera au regard des demandes, mais en tout cas, ceux-là seront traités. Tous ceux qui arriveront après le 17 mars, aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de vous dire s'ils seront traités ou pas traités. Pour ceux qui ont fait le recensement, donc, ensuite, ils vont pouvoir faire ce qu'on appelle les demandes d'accord préalables de financement. Pour ceux qui n'ont pas fait le recensement, vous n'aurez pas accès aux accords préalables de financement. Les accords préalables de financement, on va les contraindre dans le temps, contrairement à l'an passé, c'est-à-dire qu'elles devront être faites au plus tôt dans les 3 mois qui précèdent la date de début d'exécution du contrat. Exemple, si vous avez un contrat qui démarre au 1er prévisionnel, date prévisionnelle, au 1er septembre 2023, vous ne pourrez pas faire la demande d'accord préalable avant le mois de juin. Pourquoi? C'est pour limiter le nombre d'accords préalables de financement qui sont faits par les collectivités, qui finalement n'aboutissent à rien parce qu'elles ont beaucoup trop anticipé sur leur capacité de recrutement, leur capacité de trouver un maître d'apprentissage, bref, le fait qu'elles vont réellement recruter, et du coup, ça bloque des enveloppes budgétaires inutilement. Donc, on va contraindre ce temps par rapport aux accords préalables. Une fois que l'accord préalable de financement est accordé, je vous rappelle que vous devez immédiatement envoyer cet accord préalable qui porte un numéro à l'organisme de formation, puisqu'il doit impérativement faire figurer ce numéro sur la convention de formation. Ensuite, vous déroulez le recrutement classique d'un apprenti, comme Madame Mathieu vous l'a énoncé tout à l'heure. Et ensuite, c'est le CFA qui va prendre le relais. Le CFA, lui, là aussi, une nouvelle disposition 2023, et soyez très, très, très vigilants en tant qu'employeur. Le CFA aura 30 jours à partir de la date d'exécution du contrat pour nous déposer la demande de financement. On ne peut plus, comme on l'a fait sur les 3 premières années, on ne peut plus avoir des demandes de financement qui arrivent avec un contrat qui est commencé depuis 1 an, 2 ans, comme on a eu le cas les années précédentes. Ça, c'est pas concevable, c'est pas possible budgétairement, vous l'aurez compris, compte tenu des contraintes, compte tenu des enveloppes, compte tenu de la problématique de la pérennité des financements, on ne peut plus se permettre ça. Donc, 30 jours pour le CFA pour déposer la demande de financement. Si au bout des 30 jours, la demande de financement n'est pas déposée par le CFA, alors l'accord préalable de financement deviendra caduc. Les CFA sont avertis, ils ont eu cette information. Pour tout vous dire, j'ai fait une invitation au CFA, aux organismes de formation d'ailleurs, c'est plus large que CFA, pour un webinaire que je ferai jeudi matin, je crois, pour leur expliquer et leur rappeler toutes ces règles-là. Mais il revient à chacun d'avoir toute la vigilance. Enfin, une fois que le CFA a déposé, on instruit le dossier, on délivre l'accord de prise en charge, vous êtes généralement mis en copie pour information. Copie pour information, alors quand vous le recevez, n'émettez pas un titre du montant de notre participation, puisque ce n'est pas à vous que l'on verse notre participation, mais directement au CFA. Voilà, un aide-mémoire, mais le document, Aurélie pourra vous le transmettre, bien entendu, qui vous rappelle les dates extrêmement importantes et les délais à respecter. Je ne reviens pas non plus sur toutes les démarches à faire, puisqu'elles ont été évoquées. Le recensement des besoins, il se fait via la plateforme où vous inscrivez vos agents en formation, l'inscription en ligne, vous avez un onglet apprentissage. Mais bon, comme le recensement est terminé, je ne vais pas aller plus loin, sachant que là, c'est aussi là que vous faites vos demandes d'accord préalables de financement. Avec mon assistante, nous, on a édité un petit fascicule que j'ai envoyé également à Madame Mathieu qui pourra vous le diffuser. C'est une forme de foire aux questions qui rappelle à la fois le processus dont je viens de parler, mais qui répond aussi à toutes les questions très récurrentes qu'on a eues des collectivités sur les années passées et sur cette année. Bien évidemment, on l'a mis complètement à jour, mais je pense qu'il peut être une aide non négligeable quand vous n'avez pas l'habitude. Et enfin, vous avez un certain nombre d'informations sur le site. Et vous avez également les coordonnées qui sont les miennes et celles de mon assistante. Pour des raisons que j'espère vous comprendrez, je vous demande vraiment, quand vous avez des questions, de privilégier les mails. Très honnêtement, sinon on fait standardiste plus que nos missions, quoi. Voilà, j'ai essayé d'être très bref. Je pense que c'est peut-être plus intéressant, pardon, plus intéressant de répondre à des questions.
s'il y en a, et je pense que j'ai réussi à départager l'écran. Oui, c'est tout bon. Pardon, c'était un peu rapide et dense, mais voilà. Ah non, mais enfin, en tout cas pour ma part, c'était, très clair. C'est que les supports, je ne sais plus si je l'ai dit en début de visio, mais en tout cas la visio, les supports vous seront envoyés, par la suite. Comme ça, vous aurez toutes les informations. Si vous avez des questions, bah, je vous propose de les poser soit par le chat, soit, bah, en levant la main, Vous me tout faites le relais simplement. du chat, Aurélie, s'il vous plaît? Oui, Merci. j'ai rien pour l'instant. Bon, bah, C'est que vous avez été très clair ou trop rapide. ou trop rapide. C'est possible. Alors, non, bah, on n'a personne. Bah, écoutez, j'attends un petit peu quand même, le temps d'écrire dans le chat. Non, bah, je pense que tout le monde a l'air, je pense que vous étiez clair, donc c'est très Bon, bien. ok. Voilà. Bien, En bon, tout s'il y avait éventuellement des questions qui arrivaient un peu plus tard, n'hésitez pas à nous faire un petit mail et à nous poser la question, mais bien évidemment, on vous répondra, c'est évident. Je vais vous laisser pour ce qui me concerne. d'accord. Bah, en tout cas, merci, d'avoir participé à notre visio, en tout cas. Je vous Toujours en présent. prie. Je vous en Bon prie. après-midi à vous. Merci à vous. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Alors, je vous propose de continuer avec, mon collègue Erwan Eas sur, les aides de la FIPHFP. Donc, Erwan, tu peux, partager, ton PowerPoint sur l'écran. Ok. Alors. Alors, je n'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, normalement c'est bon. Est-ce que vous le voyez? Alors on le voit, mais par contre tu l'as pas mis en plein écran. C'est mieux comme ça? Non, il faut que tu mettes, Tac, tac, démarrer tac. le diaporama, Ah, non? démarrer le diaporama. Ok, oui, parce que j'ai vu que l'intervenant du CNFPT l'avait pas fait. Ah ben Donc voilà, bonjour bien, à merci. tous. Donc moi je suis Erwan, ergonome au service maintien dans l'emploi du centre de gestion. Nous sommes donc 2 ergonomes que vous avez peut-être déjà rencontrés. Il y a Rémi Morel et puis moi. Donc nous, on intervient sur tout l'accompagnement auprès des collectivités sur l'aide financière pour le FIPHFP et puis aussi sur l'analyse et les préconisations pour l'adaptation des situations de travail des personnes en situation de handicap. Donc on va voir un peu quels sont les atouts d'embaucher un un apprenti en situation de handicap. Et puis après, on verra les aides mobilisables du fonds d'insertion pour les personnes handicapées et vous verrez, en fait, c'est extrêmement avantageux. Il y a une politique très, très, très incitative pour prendre des apprentis qui soient en situation de handicap. Et on verra un exemple concret de financement pour que vous ayez une idée justement de cet avantage financier et puis de la levée de tous les freins éventuels qu'il peut y avoir au niveau de la situation de handicap de la personne. Donc les atouts. Donc il y a un avantage économique et des atouts professionnels liés à l'apprentissage qu'on a vu pour tout apprenti classique. Mais au niveau de l'apprenti en situation de handicap, ça lui permet d'intégrer le monde du travail et de démontrer ses compétences et son savoir-faire. Alors il y a une étude récente du FIPHFP qui montrait que la grande majorité des apprentis qui sont recrutés en situation de handicap, c'est beaucoup sur les espaces verts, beaucoup aussi sur de l'administratif, mais en réalité, il y a des potentiels sur l'ensemble des diplômes. Il y a énormément de possibilités sur, voilà, il manque d'apprentis sur des formations très qualifiées, des formations d'ingénieurs, des formations de beaucoup de postes qu'on a potentiellement des difficultés à pourvoir aussi dans les collectivités, dans les Vosges. Donc il faut aussi aller chercher assez loin. Surtout que l'avantage financier, on verra, est d'autant plus intéressant si c'est quelqu'un avec un diplôme très qualifié, puisque c'est aussi des diplômes qui vont coûter plus cher en apprentissage. Donc au niveau de l'employeur public, justement, c'est de dépasser le stade des stéréotypes au niveau du handicap, mais aussi de la capacité et des potentiels qui existent chez ces personnes-là, puisque
on est ouvert à tout type de public, à la fois en termes de capacité de diplôme, mais aussi, on le verra, ça a été dit tout à l'heure, en termes d'âge. C'est-à-dire qu'il y a, j'anticipe un peu sur une diapo plus tard, mais il y a une possibilité de recruter des personnes en situation de handicap de n'importe quel âge. Donc on peut aussi avoir des personnes qui ont 40 ans, 50 ans, et sur des types de handicap auxquels on ne pense pas. Donc voilà, l'idée, c'est une qualification d'expérience pour un véritable accès à l'emploi des personnes en situation de handicap, sortir un peu des ghettos qu'il peut y avoir sur ces personnes-là. Donc pas de limite d'âge, et puis voilà, une expérience et une formation diplômante sur de très larges possibilités. Il ne faut pas se restreindre à des choses. Il faut vraiment chercher sur tout type de diplôme et dans toutes vos offres vos recherches que vous ouvrirez, comme on l'a vu tout à l'heure avec le CNFPT, il ne faut vraiment pas se priver de cibler des personnes en situation de handicap et de faire appel à Cap Emploi aussi sur la partie insertion parce qu'ils sont capables de vous trouver des candidats aussi. Donc c'est vraiment intéressant. On n'a pas d'intervenant de Cap Emploi, Aurélie? Si. Ah si, pardon. Nathalie Bacon, elle passe après Ah toi. oui, pardon. C'est aussi intéressant au niveau de la réponse à l'obligation d'emploi, puisque toute collectivité qui a plus de 20 équivalents temps plein a soumise à l'obligation de 6% du taux d'emploi. Donc, quand vous avez un apprenti, ben, ça vous permet de gagner des points à ce niveau-là. Et donc, de réduire votre contribution, cette contribution à celle qui permet de financer l'ensemble des aides au niveau du FIPHFP. Et puis donc vous bénéficierez de tous les moyens pour compenser les restrictions médicales, hein. C'est pas parce qu'on a atteint les 6% du taux d'emploi qu'on ne bénéficie pas des aides du FIPHFP. Au contraire, c'est plutôt ces collectivités-là qui en bénéficient le plus. Donc c'est aussi un investissement pour l'avenir. Alors bon, là on retombe un peu sur les intérêts, on va dire généraux de l'apprentissage, hein. C'est d'avoir à un moment des besoins avec des personnes qui partent, puis d'avoir cette transmission de savoir-faire entre la personne qui va partir à la retraite et puis votre apprenti qui va arriver, d'autant plus qu'on verra, on a des possibilités d'insertion directe des apprentis en situation de handicap. Il y a une passerelle aujourd'hui qui permet de garder l'apprenti et de le titulariser directement, avec en plus une bonification financière. Donc c'est vraiment intéressant. Après, voilà, un intérêt fort aussi, au-delà de l'aspect financier, c'est d'afficher des valeurs au niveau de la collectivité. On a des collectivités qui ont des politiques assez fortes dans ce domaine-là. Donc de recruter une personne en situation de handicap, pour renforcer l'esprit d'équipe, démontrer l'engagement de la collectivité au niveau de l'inclusion professionnelle et de la diversité. On a une collectivité dans les Vosges qui a pris pas mal d'apprentis, ces derniers temps et qui a un élu en charge de l'insertion du handicap, voilà, qui pousse dans ce volet-là. Donc voilà, montrer la responsabilité sociale de la collectivité. Il faut savoir aussi, on a un peu l'image d'Épinal toujours, des personnes en situation de handicap, donc handicap, on va dire de naissance, fauteuil roulant, trisomie, etc. On a un tiers des candidats potentiels en fait qui sont éligibles, notamment nous au niveau du service maintien dans l'emploi, c'est un de nos gros arguments pour les agents qui sont éligibles pour obtenir la reconnaissance de la qualité de travail en situation de handicap. Parce qu'eux aussi ont cette image-là et ils veulent pas être affichés comme personnes en situation de handicap, mais en fait c'est 36% des demandeurs d'emploi qui sont éligibles. Pourquoi? Parce que il y a toutes les maladies chroniques. Des gens qui ont un cancer, par exemple, qui sont souvent éligibles, qui ont des scléroses en plaques, qui ont du diabète. On a aussi des autistes, on a et le gros du bataillon qu'on a beaucoup, ce sont des gens qui sont abîmés par le travail dans des situations d'emploi précédentes. Donc beaucoup de gens qui viennent du privé, qui ont été abîmés dans la grande distribution, dans la restauration, dans le bâtiment et les travaux publics. Des gens aussi du milieu de la santé, hein, les aides-soignantes, des infirmières, on en a beaucoup, beaucoup, mais qui pour autant ont des capacités, des compétences sur des métiers administratifs, sur de l'informatique, sur nous au centre de gestion, on a un apprenti en informatique, voilà, qui vient du milieu de la boulangerie, par exemple. Donc il y a vraiment un vivier de personnes dont on ne soupçonne pas l'existence et qui sont des gens que vous croisez tous les jours dans la rue sans vous douter qu'ils ont un handicap.
Et puis vient l'argument financier, hein, qui est quand même très très fort, c'est que un apprenti en situation de handicap, il va vous coûter 80% moins cher qu'un apprenti classique, puisqu'il va être subventionné par le FIPHFP sur le salaire brut. Il y a les charges patronales et les charges salariales qui sont intégralement aussi prises dans ce montant-là. Donc il y a beaucoup d'aides, hein, il y a tous les frais d'accompagnement, s'il y a des surcoûts qui restent au niveau des frais de formation, etc., etc. Ça, je vais vous le détailler. Donc l'ensemble des aides qui sont mobilisables, il y en a beaucoup. Donc il y a évidemment les indemnités d'apprentissage, ça on l'a déjà dit plusieurs fois, donc 80% du coût salarial, même en cas de redoublement. Donc c'est extrêmement avantageux. On va voir tout à l'heure un exemple, hein, pour que vous ayez une idée de ce que ça représente. Et c'est valable tous les ans pendant la durée du contrat d'apprentissage. Si l'agent redouble, on a déjà eu le cas, il y a un avenant, il est couvert toujours aussi par ces frais cette prise en charge financière, c'est pas un problème parce que le FIPHFP intègre qu'il peut y avoir des problématiques de santé, de l'absentéisme éventuellement, donc c'est pas du tout un problème si l'apprenti redouble. Et puis ce sera renouvelé, on a des apprentis qui font un BTS, qui font une licence pro, parfois des fois un master derrière. Chaque apprentissage derrière, faisant l'objet d'un nouveau contrat, rend l'agent éligible à nouveau. Les frais de formation. Alors c'est un peu moins le cas aujourd'hui depuis 2022 puisque le CNFPT prend en charge maintenant 100%, ce qui n'était pas le cas avant, dans la limite de 10 000 €, mais ça peut arriver qu'on ait un dépassement de ces 10 000 €. Et là aussi, si jamais ça dépassait, ça peut arriver sur des écoles privées ou ça peut arriver aussi sur des écoles d'ingénieurs qui sont assez onéreuses. Le dépassement éventuel de la prise en charge du CNFPT sera pris en charge par le FIPHFP. Et en cas de refus de prise en charge par le CNFPT, parce que vous êtes arrivé trop tard, ou parce que, voilà, pour des raisons diverses, le FIPHFP prendra en charge les frais de formation, dans la limite de 10 000 € par année de scolarité. Donc on va dire ça peut être une parade si vous avez loupé le coche du CNFPT. Là aussi, pour chaque année du contrat d'apprentissage et en cas de renouvellement. On a parlé du tutorat tout à l'heure, de la NBI pour le tuteur. L'aide au tutorat est prise en charge par le FIPHFP, alors avec une limite financière. Donc l'objectif, c'est favoriser l'intégration de l'agent avec un collaborateur interne. Donc là, au niveau du FIPHFP, c'est très clair, ça ne peut pas être un élu, pour rebondir sur la question de tout à l'heure. Il faut qu'il soit formé à la fonction de tuteur. Donc en général, il demande une lettre de mission. Il y a pas mal de pièces justificatives, hein. Donc il demande une lettre de mission qui explique les missions du tuteur vis-à-vis de l'apprenti. Donc il finance à hauteur d'1 heure de tutorat par jour de présence de l'apprenti et dans la limite de 20 heures par mois. Mais grosso modo, 20 heures par mois, voilà, il n'y a pas 20 jours de présence. La plupart du temps, les apprentis sont là 3 jours par semaine, c'est-à-dire 12 heures par mois. Éventuellement, on a pendant les périodes scolaires, enfin les périodes de grandes vacances, les périodes de vacances scolaires où l'apprenti est un peu plus là. Et il y a un maximum du coût salarial horaire du tuteur qui est de 20,50 €. Et ça correspond à un attaché, je crois. Et donc cette aide, elle est mobilisable pendant toute la durée du contrat. Pour ceux qui l'auraient déjà fait, parce qu'il y a le tutorat qui existe pour l'intégration d'une personne en situation de handicap. Pour l'apprenti, c'est pendant toute la durée du contrat. Donc pendant 2 ans, si on y renouvelle licence, master, ça se renouvelle aussi. Donc ça vous couvre en général la NBI et parfois, même assez souvent, on a des contractuels, des DGS ou autres qui sont pas éligibles à la NBI. Vous pouvez quand même en faire la demande. Ils se fichent de savoir si vous versez ou pas la NBI et c'est un montant du coup qui vient compenser souvent les 20% de salaire que vous versez. Comme toute personne en situation de handicap, l'apprenti aura droit à un aménagement de son environnement de travail. Donc là, c'est nous les ergonomes qui faisons l'étude et puis qui faisons des propositions. Donc là, ce sont exactement les mêmes conditions que n'importe quel agent. Donc il y a une prise en charge des aménagements. Le montant est calculé en fonction du matériel qui est proposé et on va dire d'un taux qui est affecté à la compensation du surcoût lié au handicap. C'est-à-dire que grosso modo, c'est pas du matériel standard, mais s'il y a besoin d'un fauteuil particulier, s'il y a besoin d'un bureau particulier, s'il y a besoin de matériel informatique particulier, on va le compenser.
Et ce surcoût qui est lié au handicap sera pris en charge, dans la limite de 10 000 € par agent, et c'est renouvelable tous les 3 ans. Il y a éventuellement un accompagnement socio-pédagogique. C'est-à-dire si votre apprenti a besoin d'un accompagnement pour pouvoir s'insérer professionnellement, relationnellement avec les personnes, ça arrive assez rarement, mais ça arrive parfois. On peut faire venir un intervenant spécialisé qui va l'aider, qui va faire le lien avec le tuteur, qui va faire le lien avec les collègues, qui peut éventuellement faire une sensibilisation aussi des équipes avec lesquelles il va travailler pour préparer en fait son arrivée, éventuellement lever certains freins en matière d'insertion. Donc ça, c'est un montant qui est sur un plafond annuel de 520 fois le SMIC horaire brut. Alors ça, c'est pas très parlant, mais grosso modo, voilà, on trouve toujours les intervenants qui rentrent dans ce volume financier-là. Et ça peut se faire chaque année. Il y a une aide au parcours dans l'emploi. Alors ça, qu'est-ce que c'est auparavant? Pour ceux qui avaient déjà eu des apprentis, c'était une aide de 1 500 € qui était versée sans aucune demande, aucune facture, qui était forfaitaire, et ça posait des problèmes parce que les apprentis parfois le connaissaient, ça faisait un peu de 13e mois. C'était pas le but du tout. Le but, c'était de financer les éventuels frais de rentrer dans cet apprentissage, du matériel, éventuellement des frais d'installation et autres. Donc là, le FIPHFP l'a réduit à 750 € et il faut que ce soit des frais de déménagement engagés par la personne pour pouvoir venir sur son lieu d'apprentissage ou sur son lieu de formation, ou de l'équipement pédagogique. Voilà, et tout ça, ça se fera sur facture et ça doit se faire dans les 3 premiers mois pour lever un problème de précarité. Donc à savoir que si vous avez un apprenti et qu'il y a des problématiques d'arrivée de l'apprenti sur le lieu de travail, sur le lieu de formation, il y a une solution avec une prise en charge de frais. Ça peut aussi être lié à des frais sur un véhicule, par exemple, des choses comme ça. Et ça ne se fait par contre là qu'une fois par diplôme, les 3 premiers mois du contrat, ou en cas de déménagement en cours d'année ou d'apprentissage, dans les 3 premiers mois suivant le déménagement. Et enfin, il y a une prime à l'insertion durable. Donc, il y a un dispositif, comme je vous le disais, qui permet d'intégrer directement les apprentis à l'issue du contrat d'apprentissage. C'est-à-dire que vous pouvez, on en a eu 4 là sur les 2 dernières années, 4 apprentis qui ont été embauchés directement par la collectivité, sans période de stage, sans passer par l'article 38. Alors même si ça peut se faire aussi par l'article 38, mais il faudra attendre la fin du stage, on va attendre 1 an. Alors que les employeurs, en général, à ce moment-là, à la fin de l'apprentissage, ils ont déjà eu 2 ans, ils savent qu'ils vont recruter ou ne pas recruter l'agent. Donc autant ne pas faire cette période de stage. Et donc, il y a une prime d'insertion à la titularisation qui est de 4 000 €, donc qui est quand même intéressante. Surtout quand on garde l'apprenti, c'est qu'on est content de lui, qu'on a besoin de lui. Donc on a kiffé l'affaire. Donc en plus, on a cette incitation financière qui est vraiment intéressante. Et ça se fait évidemment qu'une seule fois, puisqu'une fois qu'il est titulaire, ça n'existe plus. Il existe d'autres aides, il y en a plein avec le FIPHFP, mais à savoir par exemple qu'on peut avoir un auxiliaire dans le cadre des actes quotidiens dans la vie professionnelle. Si la personne a besoin d'être aidée sur pouvoir être véhiculée, aller manger, aller aux toilettes, etc. On a la même chose qui existe aussi sur les actes professionnels, c'est-à-dire que des gestes que ne pourrait pas faire l'apprenti, il y a une aide qui peut permettre d'avoir soit une entreprise d'insertion, soit carrément un auxiliaire de vie qui fait ces gestes-là à sa place. Et il peut y avoir, là pour des handicaps de type visuel ou autres, des transcripteurs, des codeurs, des machines qui agrandissent le texte pour les malvoyants, de l'interprète en langue de signes pour les réunions, pour des formations, pour plein de choses. Voilà, il y a tout un panel d'aides, il y a toujours une solution qui existe et qui est financée par le FIPHFP. Il faut juste faire attention à une chose, c'est qu'il y a pour chaque collectivité, quelle que soit sa taille, une limite de 40 000 € d'aide sur l'ensemble des aides qui sont cumulées. Et ça arrive assez rarement, parce que 40 000 €, ça fait une belle somme. Sur des collectivités d'une certaine taille, ça peut arriver. Ça m'est arrivé une seule fois avec une collectivité, celle dont je vous parlais tout à l'heure, qui a une politique très incitative au niveau du handicap, qui avait 2 apprentis.
avec une prise en charge d'environ 15 000 € annuels sur une année complète de ces apprentis, de janvier à décembre. Et donc là, ils avaient déjà 30 000 € de salaire. Donc cumulé, c'était encore sans prise en charge à 100% du CNFPT. Donc on avait à peu près 6 000 € je crois, pour les 2 apprentis de prise en charge de frais de formation. Donc voilà, on était à 36 000 €. Et puis des maintiens dans l'emploi de personnes en situation de handicap, des aménagements de poste, on était arrivé aux 40 000 €. Sachant que ça, éventuellement, vous pouvez augmenter ce plafond si vous faites une convention directement avec le FIPHFP et que vous intégrez votre politique handicap. À ce moment-là, vous allez pouvoir dépasser le plafond des 40 000 €. Alors, un exemple très concret, on embauche Madame M en situation de handicap sur un poste d'agent administratif pour un BTS assistant manager sur 2 ans. Au niveau du contrat d'apprentissage de 2 ans, l'agent est 3 jours en collectivité et 2 jours en formation, avec un salaire mensuel de 1 551,22 €. Les indemnités annuelles versées pour l'agent, donc là, c'est vraiment le salaire chargé, hein, donc vraiment ce que ça coûte à la collectivité parce qu'il est versé à l'agent. La prise en charge par le FIPHFP sera de 14 891,71 €. Ça veut dire que votre apprenti, chaque année, ne vous coûtera que 3 722,93 €. Ce qui, du coup, est vraiment très, très intéressant. S'il y a des restrictions médicales d'aptitude qui sont définies par le médecin de prévention, du fait de l'état de santé de l'agent, imaginons on a un coût de l'aménagement de poste informatique d'environ 2 364 €. On pourrait avoir une aide de 1 891,73 € qui vous fait un reste à charge de 472,93 €. Ce qui n'est pas très important, d'autant plus que le matériel, la collectivité l'a acquis. On est sur du matériel souvent qui peut servir aussi à d'autres agents. Imaginons on a besoin d'un soutien socio-pédagogique. Le coût pédagogique de l'accompagnateur est de 4 680 €. Le plafond est de 5 496,40 €. Donc, il y a un reste à charge qui sera de 0 pour la collectivité. Le tutorat, à raison de 4 heures par semaine, soit 18 heures par mois, avec le montant, là, on a calculé un coût horaire de 15,90 € par heure. Vous aurez un plafond, avec le plafond de 20 heures par mois, 3 434 € de prise en charge du FIPHFP. Ça, quel que soit, je le redis, ce que vous versez en NBI ou pas au tuteur. Ce qui fait qu'il y a un coût pour la collectivité qui est de 0 et qui éventuellement vient compenser. Vous voyez le tableau là-haut, la prise en charge à 80% du salaire, vous rajoutez les 3 400, en fait, du coup, votre apprenti ne vous coûte rien du tout. Donc le coût total, c'est 29 093,70 €. Les aides du FIP, c'est 24 897,84 € et vous avez un reste à charge global de 4 195,86 € pour un apprenti qui vous apporte de la compétence, qui abat du travail. Donc voilà, un retour sur investissement qui est très très important. Et puis, il y a les frais inhérents à l'entrée en première année d'apprentissage, donc les 750 € pour l'agent maximum. Il faut savoir que ça, c'est versé à l'employeur et reversé à l'agent sur facture. Donc en fait, ça passe par la collectivité, mais il n'y a pas de coût pour la collectivité. Une petite précision, c'est que toutes ces aides-là, en fait, c'est le centre de gestion. On va voir si vous êtes affilié au centre de gestion, mais je pense que vous l'êtes tous, qui vous accompagne et vous aide dans la prise en charge globale des la réalisation, l'aide administrative, remplir toutes les demandes de pièces justificatives, etc. C'est assez complexe, mais nous, on vous aide et on le fait pour vous. En gros, on vous demande juste de compléter les pièces justificatives, on fait les saisies, on fait le suivi, on vous demande les pièces complémentaires. Donc, il y a vraiment une aide complète et globale à ce niveau-là. Voilà. Moi, j'ai terminé. Je vous laisse poser des questions. Alors, on a une question, Erwan. Oui. Je vais juste bouger un peu parce qu'en fait, il faut que je libère la salle où je suis. Ah, d'accord. Ne vous inquiétez pas, mais je reste en ligne. Est-ce que quelqu'un qui a du diabète de type 1 peut avoir une reconnaissance travailleur handicapé?
Alors ça, j'avoue que je ne saurais pas vous dire précisément. Faudrait voir Peut-être avec que la MDPH. Madame Bacon peut-être peut répondre Cap emploi, oui. Moi, je ne saurais pas vous dire. En fait, ce qu'il faut bien comprendre avec la RQTH, c'est que pour l'avoir, il faut que la personne ait des difficultés en termes de, enfin, que sa santé ait un retentissement sur le travail. Si le diabète a un retentissement sur le travail, parce que c'est vraiment ça qui est étudié, on peut avoir une maladie, un handicap qui n'a aucun retentissement sur le travail. Donc, s'il y a un retentissement sur le travail, c'est-à-dire des restrictions, une limitation du temps de travail, une limitation de l'aptitude, la personne peut à ce moment-là être éligible à la RQTH. Si son diabète est totalement maîtrisé, moi j'ai mon frère qui est diabétique, il n'a aucun impact du diabète sur sa vie, en dehors il suit son taux d'insuline et il fait ses injections, mais il n'a strictement aucune restriction, il ne sera pas éligible. Mais un diabétique, voilà, chaque cas est particulier. Si la personne a des problèmes de fatigabilité, une baisse de la vue, voilà, des impacts, une grosse difficulté à maîtriser son taux d'insuline, à ce moment-là, il y a un retentissement sur la vie privée et la vie pro, pardon, et cette personne-là sera éligible. Donc il faut faire le point avec son médecin et rencontrer éventuellement la MDPH à ce niveau-là. Je ne sais pas si la réponse est claire. Erwan. Je ne sais pas si elle est encore là, Elodie. C'est sa question. Oui. Alors, juste, alors moi, je voudrais revenir à une question qui a été posée par rapport au maître d'apprentissage pour Madame Brunet. En fait, si un de vos agents ne veulent pas être maître d'apprentissage, vous avez la possibilité en fait de partager le tutorat. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plusieurs agents ils font un groupe en fait pour être. Il y a un tuteur, on va dire, qui est référent, mais par contre, ils sont plusieurs à pouvoir assurer cette fonction auprès de l'apprenti. Si vraiment votre collectivité après ne veut pas du tout, ne veut pas en tout cas vos agents veulent pas être tuteurs, vous avez la possibilité aussi de faire un partage avec une personne extérieure en fait. Donc c'est une personne qualifiée extérieure qui va avoir une fonction de tuteur, mais en fait c'est un élu qui sera le tuteur, on va dire officiel. Et en fait, vous aurez l'élu et la personne qui est qualifiée. Et l'élu aura alors, en fait, fera office de maître d'apprentissage référent parce qu'il fera lien entre le CFA, la collectivité, l'apprenti et le tuteur expérimenté, on va dire. Donc apparemment, il y a la possibilité de faire ça. Par contre, je pense, je vais quand même vous donner d'autres renseignements, Madame Brunet. Je vais me renseigner auprès de mes collègues pour voir si, le montage qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Voilà. Donc je vous tiens au courant. Pour ce qui est des aides FIPHFP, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que mon collègue a été assez clair? Est-ce que ça vous semble? Madame Bacon dit oui de la tête. Alors, si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir passer cette fois-ci à nos partenaires. En fait, donc j'ai une partenaire qui a des difficultés de connexion, mais en tout cas pour l'instant, on va recevoir Madame Bacon, Nathalie, en fait de l'AFSEA, qui va nous expliquer. En tout cas, merci Erwan, il est parti. Je vous laisse partager votre écran. Alors, je ne sais pas comment on fait, mais vous avez, alors je En pense, fait, sur l'icône avec vous êtes- l'ordinateur, oui, vous cliquez dessus et en fait, après, vous mettez l'écran où vous avez votre PowerPoint. Ça vous permet de le alors gérer, comme ça, c'est plus facile. d'accord. Alors, est-ce que c'est celui-là? C'est une très bonne question, parce que je suis vraiment nulle, moi, dans cette histoire-là. Hein. Vous pouvez pas le faire, vous, pour moi? Ah si, moi, je vais, ok. Alors, attends. Oui, je veux bien. Alors, en sachant que, juste au niveau... Tout le monde m'entend? Oui, c'est bon? Oui. Oui, voilà. Donc, juste, effectivement, donc Nathalie Bacon, AFSEA. Alors, j'interviens, on m'a demandé d'intervenir pour mes collègues de Cap Emploi et aussi pour le service MADAP, donc dispositif alternance handicap, plus particulièrement. Alors, simplement au niveau de Cap Emploi, donc à l'AFSEA, il y a
On a organisé les services en fait en différents secteurs. Donc, au sein du secteur parcours d'emploi, vous avez le service Cap Emploi, l'offre de service Cap Emploi, l'offre de service MADAP et l'offre de service emploi accompagné. Alors la MADAP, on ne va pas tout de suite aller dessus. Là, je vais déjà faire un petit rappel hein, sur l'offre de service Cap Emploi, donc de mes collègues. Cap Emploi donc est un service qui accompagne les personnes qui ont une situation de handicap et pour lesquelles il est nécessaire voilà, d'adapter ou de prendre en considération leur situation de handicap pour la poursuite de leur parcours professionnel ou la construction d'un nouveau parcours professionnel. En règle générale, au niveau des services Cap Emploi, donc soit elles vont accompagner, soit on va avoir une offre de service accompagnement vers l'emploi, soit une offre de service accompagnement dans l'emploi. Pour l'accompagnement vers l'emploi, on va être principalement pour des personnes donc, qui sont inscrites comme demandeurs d'emploi ou pas obligatoirement et qui vont travailler un projet professionnel, qui vont construire un projet professionnel, soit d'accès initial à l'emploi, soit de reconversion. Mes collègues de Cap Emploi, donc sur l'accompagnement vers l'emploi, peuvent recevoir les personnes au sein des agences de Cap Emploi et depuis un peu plus d'1 an, elles reçoivent les demandeurs d'emploi au sein des agences Pôle emploi, hein, puisqu'il y a eu un rapprochement entre Cap Emploi et Pôle emploi depuis un peu plus d'un an au niveau du territoire national. Par contre, donc pour mes collègues qui vont intervenir toujours pour Cap Emploi, mais sur l'accompagnement dans l'emploi, là, on est plutôt sur des situations de personnes qui, voilà, soit suite à un accident, une maladie, voilà, un événement, vont se retrouver en difficulté pour occuper leur poste de travail. Et donc, par rapport à ces personnes, il est nécessaire soit de réfléchir à une possible adaptation du poste de travail ou adaptation des compétences pour rester en emploi au sein de son entreprise ou voilà, hein, au sein de son poste, soit définir ou préparer une sortie de l'entreprise et du coup commencer un petit peu à aborder la reconversion hors de l'entreprise initiale. Voilà, donc au niveau de mes collègues, alors on travaille aussi, alors sur Cap Emploi, on va travailler aussi bien au niveau des employeurs, alors publics ou privés, quelle que soit la taille de l'entreprise, l'objectif étant voilà, de permettre à des personnes demandeurs d'emploi ou en emploi, soit de maintenir leur poste de travail, de rester sur leur poste de travail, soit d'accéder à l'emploi, et ce, malgré une situation de handicap. En sachant aussi qu'au niveau des situations de handicap, on va accompagner tout type de handicap et on est bien dans le milieu ordinaire du travail. Voilà un petit peu en gros au niveau des services Cap Emploi. Donc mes collègues interviennent sur tout le département avec des lieux d'accueil assez diversifiés, aussi bien au niveau donc du bassin d'emploi, des différents bassins d'emploi, Neufchâteau, Saint-Dié, Épinal, Remiremont, Gérardmer, enfin voilà, c'est assez vaste en termes de champ d'intervention et de lieux d'intervention. Alors, par rapport à la MADAP, alors on m'a demandé effectivement de présenter plus particulièrement la MADAP. Nous, au niveau de notre offre de service, donc la MADAP, on est sur une offre de service qui a été créée en 2006, qui est portée par la FZEA et financée exclusivement par la GEFIP au jour d'aujourd'hui. Donc, mission d'appui et de développement de l'alternance pour les personnes en situation de handicap. Alors, l'offre de service a évolué depuis 2006 hein, pour répondre aux différentes politiques et aux différentes orientations des gouvernements, aux besoins en termes de formation et pour répondre aussi aux besoins au niveau des territoires. Alors, je vous laisse peut-être passer la deuxième petite… la troisième, du coup. Voilà. Donc, au niveau de la MADAP et du dispositif alternance handicap, hein, puisqu'on va plus particulièrement aller sur ce dispositif-là, hein, puisqu'on est vraiment en lien avec la thématique de la réunion aujourd'hui. Donc, les prescripteurs pour notre dispositif, c'est peut-être le service public de l'emploi, donc Pôle emploi, Cap Emploi, les missions locales, l'éducation nationale et toutes les structures d'éducation ou d'enseignement spécialisés, les centres de formation, les organismes de formation, les employeurs publics, privés et les familles. Au niveau des bénéficiaires qu'on va accompagner,
Donc, on va accompagner des personnes en situation de handicap qui ont un projet de formation via l'alternance. Alors, quand on parle de projet de formation via l'alternance, on parle bien entendu du contrat d'apprentissage, mais aussi du contrat de professionnalisation. Alors, dans le cadre de la fonction publique, il n'y a pas de contrat de professionnalisation. Très clairement, il s'en fait peu, voilà, des contrats de pro, hein, même dans le secteur privé encore aujourd'hui. Mais du coup, on est prioritairement là sur de l'accompagnement de personnes dans le cadre de projets de contrats d'apprentissage. Alors, au niveau de l'accompagnement, les personnes que l'on accompagne doivent être bénéficiaires de l'obligation d'emploi, hein, au niveau de la loi, notamment une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou alors prêtes à engager les démarches dans ce sens. Et pour rappel, mais ça a été dit à plusieurs reprises déjà, hein, au niveau de la réunion, pour une personne qui a un statut de travailleur handicapé, il n'y a pas de limite d'âge pour signer un contrat d'apprentissage. Donc, ce peut être des parcours intéressants, notamment pour des personnes dans le cadre d'une reconversion professionnelle, hein, parce que c'est vrai qu'elles n'y pensent pas toujours. Mais dans le cadre d'une reconversion professionnelle, quand on explique à une personne d'une quarantaine d'années qu'elle peut revalider un diplôme par la voie de l'apprentissage, voilà, ça peut être une piste intéressante pour elle. Et puis, effectivement, au niveau des contrats d'apprentissage, hein, Manuela l'avait évoqué tout à l'heure, on peut signer un contrat d'apprentissage à partir de 16 ans ou de 15 ans si effectivement on a accompli sa scolarité du premier cycle, c'est-à-dire voilà, qu'on a terminé sa classe de troisième. Voilà un petit peu en gros au niveau des bénéficiaires. Alors, au niveau du dispositif alternance, alors nous, on va être, alors j'écoutais attentivement hein, les différents intervenants, nous, on va être plus particulièrement en amont de la signature du contrat d'apprentissage, c'est-à-dire sur un public en recherche d'employeurs et pour lequel, effectivement, on va travailler sur différents points pour préparer à l'accès à l'entrée en emploi en contrat d'apprentissage. Donc, en sachant qu'au niveau des prestations qu'on va pouvoir proposer dans le cadre de notre accompagnement, alors vous avez des prestations qui sont définies, prestations 1, 2 ou 3. On ne va pas forcément mobiliser toutes les prestations pour toute situation, hein, puisqu'on individualise le parcours le plus possible. Mais effectivement, dans la première prestation, ça va être plutôt le diagnostic des besoins des alternants, où on va échanger, recueillir les informations avec les différents partenaires référents qui accompagnent la situation et surtout évaluer la cohérence du projet de formation en alternance, hein, puisque parfois on peut avoir des situations où des personnes évoquent le souhait d'intégrer ou de s'engager sur un parcours d'apprentissage, mais où, au regard de la situation, soit il est trop tôt, soit ce n'est pas cohérent par rapport à certains points de difficulté qu'il faudra lever en amont. Voilà. À partir du moment où on a établi que le projet était réaliste, hein, se tenait, mais on ne le fait pas tout seul, hein, c'est-à-dire que c'est toujours en lien avec les différents partenaires, on peut travailler sur la préparation à l'accès au parcours de formation en alternance. Tout simplement, alors quand on parle de préparation à l'accès à la formation en alternance, ça va être aussi bien par rapport à la mobilité, au budget, au choix des CFA, aux périodes d'immersion en CFA, enfin voilà, tout ce qui peut entourer la préparation et les éléments qui seront vus dans le cadre du passage du statut, par exemple, scolaire à un statut d'apprenti salarié. Voilà, hein, tous ces éléments-là. On peut avoir aussi sur cette phase-là de préparation à l'accès au parcours de formation en alternance des stages, hein, des immersions au sein d'entreprises, soit dans le cadre de la prospection pure et dure, soit pour bien confirmer effectivement un projet d'alternance avec un employeur et commencer un petit peu à préparer l'entrée en emploi, c'est-à-dire à évaluer si au niveau du poste de travail ça convient, s'il y a quelques éléments à aménager ou à adapter ou pas. Et puis, on a effectivement une prestation qui s'appelle l'appui à la recherche de contrats, où là, on va plus être sur de la prospection ciblée en fonction d'un profil, en fonction aussi de points de veille hein, par rapport à un profil, en fonction d'éléments liés tout simplement à la zone de mobilité de la personne, mais aussi aux éléments qui nous seront transmis par la famille par rapport à ce qu'eux, ils pourront faire en termes d'engagement. Est-ce que la personne, elle accepterait ou pas, par exemple, d'avoir un logement autonome, est-ce qu'elle pourrait ou pas. Ça nous permet d'avoir comme ça une zone de mobilité de recherche qui est réaliste aussi au regard de la situation de la personne.
À partir du moment où on a un employeur qui est défini ou qui valide une candidature, un profil, là, on va être dans l'accompagnement à la mise en œuvre du contrat. Alors, en sachant qu'on ne va pas se substituer aux différents partenaires qui peuvent être aussi en lien, mais on va apporter effectivement les informations liées aux différentes aides mobilisables dans le cadre du contrat d'apprentissage, accompagner l'employeur, accompagner l'apprenti, s'assurer voilà, que tout se passe bien au démarrage et aussi travailler en lien avec le centre de formation, le CFA, pour le démarrage du contrat. Juste un petit point complémentaire dans le cadre de la préparation à l'accès au contrat, au parcours de formation en alternance. On parle d'immersion en entreprise ou au CFA. Dans les CFA, ça peut être aussi l'occasion de commencer à préparer, quand on est sur un projet qui se concrétise, de commencer à préparer avec le référent handicap l'évaluation, mais aussi de définir la grille d'évaluation des besoins en compensation pour s'assurer que la personne, quand elle rentrera au CFA, elle bénéficiera des différents moyens, soit en termes d'aménagement pédagogique, soit en termes, soit au niveau matériel ou rythme, etc., pour qu'elle puisse suivre son parcours de formation dans les meilleures conditions. Voilà, donc ça aussi, c'est un travail qu'on peut faire en partenariat avec les centres de formation et les référents handicap des centres de formation. Alors simplement, oui, quelques chiffres au niveau du dispositif alternance en 2022. Donc, on a accompagné 137 personnes. Pour certaines, on a été sur des projets, des suivis très ponctuels et des réorientations. Quand je vous parlais de la prestation 1, sur une évaluation de la cohérence du projet, où là, effectivement, on peut être sur des réorientations parce que c'est pas le moment, parce que c'est trop tôt, parce qu'il y a trop de freins et que c'est pas voilà, on n'est pas dans quelque chose de réaliste à ce moment-là. Pour d'autres, on va être sur de l'accompagnement du projet d'apprentissage. Donc on a eu, alors ça peut paraître peu, mais voilà, c'est quand même c'est effectivement de l'accompagnement sur la signature de 59 contrats d'apprentissage. Donc, on en a eu 50 sur le secteur privé, 9 dans le secteur de la fonction publique. Alors, fonction publique, collectivité territoriale, hospitalière et puis fonction publique d'État. Voilà, c'était sur ces trois champs-là. Et au niveau des secteurs d'activité représentés, donc c'est assez diversifié aussi, puisqu'on est sur de l'agriculture, forêt, espace vert, bâtiment. Enfin voilà, vous pouvez voir hôtellerie, restauration, service à la personne, sanitaire et social, là ça se développe, métier de bouche, commerce, industrie et mécanique. Voilà, au niveau des différents secteurs d'activité représentés. Et puis, alors voilà, concernant les niveaux, alors c'est vrai que j'écoutais au niveau d'Erwan par rapport au recrutement, au bien fondé, je dirais aux arguments très forts du FIPHFP pour le recrutement de personnes, d'apprentis en situation de handicap, pour répondre aux besoins des collectivités. Alors c'est vrai que nous, au jour d'aujourd'hui, par rapport au potentiel de candidats qu'on accompagne, on est plus sur des candidats qui vont aller sur du niveau 3, c'est-à-dire du niveau CAP, que sur des études supérieures. Cependant, on peut avoir effectivement quelques situations de personnes qui sont sur de la recherche de contrats d'apprentissage sur des niveaux BTS, licence, et on a un monsieur qui est actuellement en contrat d'apprentissage sur un diplôme d'ingénieur. Donc voilà, ça peut, même si ce n'est pas la majorité des personnes que l'on accompagne, on peut avoir des profils qui sont en recherche de contrats sur des niveaux au-delà du bac. Donc, ça peut être intéressant aussi qu'on puisse peut-être faire connaître ces profils auprès des différents intervenants au niveau de la fonction publique. Alors, on accompagne effectivement les employeurs dans leurs projets de recrutement en lien avec nos collègues de Cap Emploi, qu'ils soient publics ou privés. Alors, bien entendu, au niveau du FIPHFP, nous, on n'a pas la main sur la mobilisation des aides, mais du coup, on va effectivement informer les employeurs puisque c'est un argument non négligeable dans la prospection et dans l'appui à candidat
candidatures. On va informer les employeurs des aides mobilisables dans le cadre du recrutement d'apprentis bénéficiaires d'une reconnaissance travailleur handicapé. Et quand on est en lien avec des collectivités, donc effectivement, on informe aussi sur les possibilités d'accompagnement et d'intervention du centre de gestion, voilà, et d'Erwan et de ses collègues pour la mise en œuvre et la mobilisation des aides du FIP, puisqu'on est effectivement sur des mobilisations assez particulières et assez pointues en termes de délai et de constitution des dossiers de demande d'aide. Donc voilà un petit peu en gros. Pour compléter, donc au niveau des publics que l'on accompagne, alors on est majoritairement sur des publics qui ont on va dire entre 14 et 20 ans au jour d'aujourd'hui. L'objectif étant d'ouvrir et de développer à des publics en reconversion, c'est-à-dire des personnes voilà, qui ont exercé une profession et qui, pour des raisons diverses, des raisons de santé ou liées à un problème de santé, vont devoir se reconvertir et pour lesquels on peut ouvrir et aller sur l'apprentissage. Voilà, c'est un petit peu notre objectif aussi. Voilà un petit peu en gros ce que je peux vous dire. Donc effectivement, au niveau de la GFIP, pour les entreprises du secteur privé, on va mobiliser les aides de la GFIP. Et dans le cadre de notre mission, donc nous sommes 2 intervenantes sur le département. Voilà. Alors c'est vrai qu'au niveau de la fonction publique et notamment des collectivités territoriales, nous on va les mobiliser plus, je dirais, sur des stages, mais dans le cadre de la prospection employeur notamment. Voilà. Merci, Madame Bacon. Alors, je ne sais pas, parce que c'est vrai que du coup, je suis allée assez vite, est-ce que c'était clair ou... J'ai pas de questions dans le chat pour le moment. Après, voilà, vous aurez les coordonnées également de Madame Bacon, puisque les présentations vous seront envoyées. Donc après, est-ce que vous avez des questions? Donc vous pouvez les poser dans le chat ou lever la main. Bon, apparemment non. C'est que vous avez été clair, en tout cas. Merci. Ça va. Merci. Alors, normalement, nous avions l'intervention de la mission locale, donc qui est plus spécialisée pour un public jeune et qui peut vous aider, en tout cas, dans la recherche d'apprentis. Je vous mettrai les coordonnées de Catherine Toula, en fait, qui est référente apprentissage, mais apparemment, je sais pas, comment la plateforme de Visio coupe à chaque fois qu'elle essaie de se connecter. On n'a pas réussi, en tout cas, à résoudre le problème. Donc, je vais passer la main à Manuela Burolet. Donc, pour le CFA Roville-aux-Chênes. Alors, c'est vrai qu'après, au niveau de l'apprentissage, je suis peut-être allée un peu vite au niveau de la présentation. Donc, vous avez la possibilité de prendre des apprentis sur toutes les filières de la fonction publique territoriale et sur tous les niveaux de diplôme. C'est-à-dire que vous pouvez aller du CAP, où on a même des ingénieurs, des masters, des licences. Voilà, vous avez 350 métiers qui peuvent être en tout cas passés en apprentissage maintenant. Donc, on ne pouvait pas forcément prendre tous les CFA. C'était pas possible. Donc voilà, je remercie Madame Burolet en fait d'être venue pour nous présenter voilà, le CFA de Roville-aux-Chênes. Je vous laisse la parole. Oui, alors j'essaie de mettre mon PowerPoint, mais comme je suis en double écran, il ne veut pas se mettre derrière pour que je le passe. Donc c'est un petit peu gênant. Je vais essayer, non, je me barre avec. Bon, écoutez. Vous voyez plus là mon PowerPoint? Alors, je vais essayer là. Non, je ne vois pas le vôtre, mais le mien est. Non, je n'ai pas bloqué l'écran de partage. Non, c'est surtout parce que le mien est en double écran et du coup, il n'est pas sur le bon écran, donc il n'est pas d'accord. Alors, je vais juste essayer de faire une petite manip. Alors normalement, quand vous mettez en partage d'écran, il va vous proposer plusieurs écrans, même si vous êtes en double écran, peut-être en baisse. Non, il ne vous propose pas? Vous ne pouvez pas descendre au niveau des images des écrans? Non, mais ça a l'air de... mettre quelque chose qui ne m'intéresse pas. Voilà, c'est bon, ça va. Voilà, partager. Vous avez quelque chose à l'écran ou pas là? C'est noir pour le moment, mais je pense que ça va charger. Ça y est, ça charge. Il faut juste le mettre en
en diaporama. Oui, je vais faire, oui, je vais mettre en D'accord, mais diaporama. c'est tout bon. C'était simplement que j'essayais déjà de voir ce qui passait. Déjà que je reprenne la main dessus. Voilà. Voilà. Alors, je vais me remettre. Je voudrais vous avoir aussi à l'écran. Bon. Donc, Reville-aux-Chênes, école d'horticulture et de paysage. Alors, je vais passer le film parce que je ne vais pas pouvoir vous le passer. Simplement pour vous présenter un petit peu qui on est. Donc, on est une école où on a des apprentis, où on a des lycéens, des adultes en formation et aussi de la formation supérieure avec des BTS et des licences. Donc, au niveau des jeunes qu'on a en apprentissage, on a 452 apprentis sur le site de Reville qui se partagent sur l'ensemble des formations que vous avez à l'écran, commerce, en animalerie, en jardinerie, aménagement paysager, art floral, production horticole, environnement. La section générale et technologique concerne uniquement la partie lycée. Alors Manuela, est-ce que vous pouvez le mettre en diaporama? Vous savez débuter le diaporama, comme ça on l'a en plein écran. Alors, mais le problème c'est que c'est un petit peu compliqué d'accéder à tout. Ah non, bah laissez comme ça alors, excusez-moi. Non, mais je vais... C'est un petit peu... Le fait d'avoir deux écrans, il n'est pas tout à fait d'accord avec moi en fait. C'est... Sinon, laissez comme ça, c'est pas grave. On voit... Ouais, je suis désolée, mais en fait... alors, voilà, je vais continuer comme ça. Je vais passer ça. Donc, simplement pour vous situer un petit peu l'étendue de Reville-aux-Chênes, on est sur 8,5 hectares de parcs paysagers, de pépinières, de serres, d'animaleries, de boutiques fleuristes, de parcelles de maraîchage, vergers. On a un verger conservatoire et puis on a des laboratoires et évidemment des salles de cours pour recevoir l'ensemble de nos publics. Donc on a évidemment des formations qui sont sur le nature et le vivant. Ça fait 80 ans que l'école de Reville-aux-Chênes existe avec toute une histoire évidemment sur l'évolution de cette école depuis 80 ans. La particularité de Reville-aux-Chênes, c'est le nombre d'internes. On accueille 550 internes sur l'année. 70% des jeunes que l'on reçoit sont internes. Donc, ce qui fait qu'en effet, on s'occupe d'eux du lundi au vendredi, non seulement sur la partie purement scolaire ou formation, mais aussi sur la partie éducative. Donc, voilà un petit peu pour vous situer qui on est. Voilà, une petite répartition en chiffres sur les niveaux qu'on accueille. 35% de niveau CAP, 29% de niveau supérieur, 36% de niveau bac pro, tout confondu hein, entre le lycée et l'apprentissage. Et puis, vous voyez qu'on a principalement sur les Vosges, la Meurthe-et-Moselle, et puis une répartition sur le Grand Est avec différents Champagne-Ardenne. Et puis, l'Alsace, on a un pourcentage de 11%, et les autres départements lorrains, on est sur 13%. Voilà, je vais remonter parce que c'était pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Donc, la particularité de Reville-aux-Chênes, c'est qu'il fait partie de l'enseignement agricole. Pour la grande partie de ses formations, sauf sur la partie fleuristerie, qui est un diplôme de l'éducation nationale. Et la particularité, en effet, est que nous avons beaucoup de projets, puisque dans l'enseignement agricole, en fait, il y a de la formation qui est par projet. Donc, ça veut dire qu'il y a un gros travail qui est fait avec l'ensemble des apprenants sur la mise en place de projets et ce qui leur permet, en effet, d'être toujours actifs par rapport à leur profession et par rapport à la mise en place de projets qui va beaucoup plus loin que le cadre de leur formation puisqu'ils développent d'autres compétences à travers ces projets. Donc, je vais arrêter le diapo, c'était juste pour vous présenter un peu qui était Reville et je vais reprendre la main, voilà, sans diapo, voilà, pour vous expliquer un petit peu comment se passe le recrutement sur l'apprentissage à Reville, en l'occurrence souvent dans l'ensemble des CFA, c'est-à-dire que sont à disposition des maîtres d'apprentissage ou des entreprises qui recrutent un service entreprise
Là, on a la possibilité, en effet, d'être accompagné par un service entreprise, non seulement sur le dépôt des offres qu'on a, mais pour essayer aussi la mise en relation des différents jeunes qu'on peut recevoir. Les jeunes, on les reçoit par quel biais? On les reçoit par le biais des portes ouvertes qu'on met en place. On a une porte ouverte le 13 mai. On vient de passer une journée d'orientation le 11 mars pour l'ensemble de nos formations, et il y a la journée enseignement supérieur qui a eu lieu le 4 février. Donc, on est non seulement sur des manifestations qui se passent à Roville, mais évidemment, on rencontre aussi les jeunes sur différents salons, différentes manifestations qui ont lieu, comme Festival des métiers et j'en passe. On a aussi la connaissance des jeunes par toutes les journées d'immersion qu'on peut proposer. Donc, beaucoup de jeunes nous contactent pour pour mettre en place des journées d'immersion. Et évidemment, derrière, quand on met en place un suivi pour savoir exactement, en effet, quelle est l'orientation qu'ils vont choisir et vers quel type de dispositif ils veulent aller. Si, en effet, ils se destinent à mettre en place un contrat d'apprentissage, évidemment, on essaye de les accompagner au mieux pour pouvoir répondre non seulement à la demande des entreprises, par le biais aussi des offres d'apprentissage qui sont déposées par les entreprises ou les collectivités et qu'on peut mettre sur nos différents supports comme notre Facebook, notre site internet où on diffuse aussi les offres qui existent. Donc, il y a tout un travail qui est fait au niveau du service apprentissage. Madame Bacon parlait tout à l'heure aussi de la mise en place avec les référents handicap des CFA du travail d'accompagnement. Évidemment, on a une référente handicap au niveau du CFA qui travaille soit en amont du contrat pour en effet mettre en place l'ensemble des compensations nécessaires, soit à l'issue du contrat pour en effet avoir une prise en charge importante au niveau des compensations à mettre en œuvre. Et puis, on a aussi développé un service d'individualisation des parcours qui permet en effet de mettre en place une individualisation importante en fonction des besoins des jeunes. C'est-à-dire vous pourriez très bien signer un contrat d'apprentissage avec un jeune qui a déjà des prérequis et qui n'a pas forcément le besoin de l'ensemble des matières qui sont dispensées sur le diplôme sur lequel il est inscrit. Donc à ce moment-là, on met en place une individualisation de parcours en faisant des renforcements sur les matières sur lesquelles il a besoin de travailler. Donc, par exemple, un élément qui est transverse dans l'ensemble des formations qu'on met en place, c'est la reconnaissance des végétaux. Donc, il aura une individualisation plus forte et il pourra travailler de façon individuelle, voire un accompagnement sur cette reconnaissance des végétaux, voilà, sur laquelle il va pouvoir avoir des éléments plus pointus. Voilà, en gros, ce que je peux vous dire sur Roville-aux-Chênes par rapport à l'ensemble des services qui sont mis en place. Évidemment, avant la mise en place des contrats d'apprentissage, il y a un travail qui est fait en amont au niveau du CFA, c'est la mise en place de l'ensemble des alternances pour pouvoir accueillir les apprentis. Donc, on crée évidemment des calendriers d'alternance pour permettre de pouvoir répondre à la réglementation, les 25% minimum obligatoire dans le contrat d'apprentissage. Donc, sont prévus sur l'année les temps en entreprise et les temps en CFA, diffusés évidemment à l'ensemble des prescripteurs, à l'ensemble des maîtres d'apprentissage, l'ensemble des prescripteurs aussi quand ils en ont besoin. C'est que la MADAP, c'est un point sur lequel on a déjà travaillé avec eux. En tout cas, voilà, pour pouvoir avoir le calendrier de l'année. Donc, tous ces éléments-là, ça permet d'accueillir les jeunes dans de bonnes conditions. Je reviens sur un petit point qui est important sur le maître d'apprentissage. Le maître d'apprentissage, c'est pas uniquement l'interface avec le CFA, c'est aussi une relation pédagogique, c'est-à-dire que le maître d'apprentissage doit aussi mettre en œuvre dans l'entreprise les éléments qui conduisent à l'acquisition du diplôme. Donc, ça veut dire que c'est un point important et c'est une clé d'entrée avec l'entreprise parce qu'il est le formateur en entreprise. Voilà, on va dire ça comme ça. Et c'est un point important parce qu'il faut pouvoir faire la relation entre ce qui est fait en centre de formation apprenti et ce qui est fait en entreprise pour réussir à faire le lien et que ça fasse sens pour le jeune. Voilà un petit peu les éléments que je pouvais vous apporter. Très bien, merci en tout cas Manuela. En tout cas, c'est bien d'avoir un point de vue du CFA. En tout cas, est-ce que vous avez des questions pour les différents intervenants, pour Manuela, pour le CFA?
Non. Alors, moi j'avais une question pour Madame Bacon, je n'avais pas vu. En fait, Monsieur Mangeard nous demande le site web de Cap Emploi Épinal n'est plus actualisé. Est-ce que c'est normal? Oui, parce qu'il y a toute une réorganisation des services actuellement, justement en termes de dispositifs et de secteurs, là, au niveau des différents établissements. Donc, c'est en cours voilà, de remise à jour, on va dire. D'accord, merci. Et Est-ce oui, juste autre précision, effectivement aussi du fait que Cap Emploi est maintenant en partenariat étroit avec les agences Pôle emploi. Ça peut aussi expliquer le fait que, voilà, au niveau, par exemple, des informations ou des recueils d'offres, en fait, ça passe maintenant, ça peut passer par des teams handicap où on aura et des professionnels de Pôle emploi et des professionnels de Cap emploi. Voilà. Mais il y a aussi, voilà, au sein de l'AFSEA, toute une réorganisation des différents services. Donc, les différents sites web sont remis à jour. Voilà. D'accord. D'accord, très bien. Bah écoutez, je regarde le chat. Nous n'avons pas d'autres questions. Bah écoutez, en tout cas, je vous remercie. Je remercie les intervenants. Alors, Monsieur Léon est parti, mais en tout cas, Erwan, Nathalie Bacon, Catherine Toula qui n'a pas pu être là, Emmanuela Burolet, pour votre participation à cette visio. Merci à tous les participants, voilà, d'avoir suivi cette visio. On va finir l'enregistrement, on vous la mettra à disposition sur notre site internet avec les documents supports qui vous seront envoyés, donc les PowerPoint qui ont été présentés. Alors après, Manuela, si vous voulez, voilà, c'est comme vous avez un PowerPoint sur vos Vilochette de présentation, je pense que ça peut intéresser des participants. Oui, bien sûr, je vais vous l'envoyer. Voilà, je veux bien que vous me le... Merci. Merci. Voilà, écoutez, si vous n'avez plus de questions, je vais vous laisser. Et si jamais, en tout cas, vous avez des interrogations ou autres, le CDG reste à votre service. Vous avez nos numéros de téléphone. Vous pouvez nous contacter pour toute information complémentaire. Voilà. Je vous remercie. Bonne fin d'après-midi à vous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.